Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invitée ce soir sera Sophie Huvet. Bonsoir. Bonsoir Rabi. Du cabinet Sophie Huvet Consulting, nous reviendrons avec vous sur cette enquête menée à l'occasion des municipales 2014 dès 19h30. Mais tout de suite, voici les titres de votre journal. Il y aura 20 000 femmes candidates de plus qu'en 2008 en France. Parité oblige. La moyenne d'âge des candidats est de 50 ans. Mais qu'attendent les électeurs de leur future maire? Quels thèmes doivent être privilégiés? Une enquête menée par HHC lève le voile sur les attentes de la population. Les pêcheurs mahorais en ont assez des formules dérogatoires et dénoncent une nouvelle exception mahoraise. Le comité régional des pêches n'existe pas sur l'île et il ne devrait pas voir le jour avant 2017. La direction de la mer Sud-Océan Indien a choisi le cabinet MSD Conseil pour établir les besoins et les priorités des professionnels de la mer en oubliant l'Eurodom, privilégié par tous les autres départements d'outre-mer. 5-2, le football club de Mtsapéré a brillé ce week-end à Chiconi face à Miracle du Sud Bouéni. La Super Coupe de Mayotte a tenu ses promesses, des buts, du jeu, du fair play, de la joie. Nous y reviendrons. L'enquête d'opinion révélée la semaine dernière aura eu le mérite de mettre en lumière certaines tendances. L'étude a été réalisée auprès de 671 hommes et 334 femmes. Une question simple a été posée. Que souhaitez-vous prioritairement que votre maire fasse pour votre commune? Le procédé nouveau dérange à Mayotte. Sonny Chamsidine et Leslie Vimonet. Le constat est sans appel. 24,7% des électeurs sondés répondent vouloir l'amélioration de l'urbanisme et 23,9% attendent plus de moyens contre l'insécurité. Arrivés tout fraîchement à Mayotte, les sondages ont visiblement beaucoup de mal à se faire une place, notamment auprès des élus comme Ahmed Atoumani Douchna, qui émettent beaucoup de doutes sur l'utilisation de cet instrument d'étude au sein de l'île. Chez les électeurs de la commune de Mamoudzou, les avis sont partagés. Moi, pour le moment, je ne sais pas qui voter. Il y a beaucoup de choses à faire dans la capitale, mais les politiciens, bon, chacun balance ou dit que l'autre n'a pas fait ceci, l'autre n'a pas fait cela, mais ceux qui sont là, on ne les voit pas bouger non plus. Amen, son voté par UMP, je ne sais voter. Maana voté son ambayo de liom lezi yo de fanya hasi yo de fanya flash tu ya wakazi wa Ibenza. Personne. Parce que moi je pense qu'à Mayotte il n'y a rien à changer. Plus surprenant encore, ce sont les propos publiés sur la page Facebook de Kwezi par le conseiller général de Mamoudzou 2, Zaïdou Tavandaï, qui font débat. L'homme compare en effet le média de l'île au Lagon avec la radio rwandaise Mille Collines, responsable du génocide des Tutsis en 1994. Contacté, c'est en tant que directeur des services généraux de la mairie de Mamoudzou qu'il a souhaité s'exprimer et affirmer que son commentaire n'avait aucun rapport avec les sondages où le maire et candidat UMP est en sérieuse difficulté. Je pense, et je le dis avec une sincérité profonde, cette radio et ce journal écrit, France Mayotte, contribuent largement à la promotion de la démocratie locale ici. Mais en cette période électorale, c'est une compétition électorale. Cette radio, cette presse écrite ne peut pas s'ajouter le rôle d'amplificateur des boules-puants, des délices, des parfums de la campagne électorale. Elle doit être plus exigeante vis-à-vis d'elle-même, de manière globalisante, sans dévoiler qui a fait quoi. Alors c'est tout le monde qui se sent aujourd'hui ici, qui s'est senti discrédité. À une semaine des élections municipales, l'atmosphère continue de s'intensifier dans les communes et n'est pas prête de retomber d'ici à dimanche. Et puis sachez que 16,9% des personnes ont émis le souhait que les maires développent les activités et animations en faveur des jeunes. 12,6% des personnes questionnées ont mis l'accent sur le marché du travail. Enfin, 4,5% des interrogés sont très attentifs à l'amélioration de l'éducation des enfants. C'est donc la dernière ligne droite pour les candidats en lice. Les meetings battent leur plein et les pics se multiplient. D'ailleurs, la dernière remarque du directeur de campagne de Chiaboudine Ben Youssouf envers l'équipe sortante de Mamoudzou n'est pas passée inaperçue.
Le directeur de cabinet du maire a un diplôme de niveau 6e des Comores. Les propos ont été tenus par Jacques-Martial Henry la semaine dernière. Le directeur de campagne de Chihaboudine Ben Youssouf n'a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois. Il a également qualifié les élus de la mairie d'escrocs, les accusant de toutes sortes de trafic. Mais cette fois-ci, ces propos ont suscité de vives réactions du côté de l'UMP qui a réagi ce matin. Quand il considère que le directeur de cabinet du maire est un illettré, est quelqu'un qui n'est pas instruit, lui qui se dit instruit, mais est-ce qu'on peut lui poser la question? Ils sont où ces diplômes, Jacques? Allez-y, posez-lui la question. Écoutez, ils sont où tes diplômes, Patrick? Les vôtres sont où? Ils sont là. Je le montre à la caméra. J'ai une licence, Patrick. Jacques qui se pourvoit en spécialiste de tout, alors qu'il ne connaît rien. Il donne des leçons à tout le monde, alors qu'il ne connaît rien. Jacques Martial, je voudrais ici qu'il t'amène, Patrick, ces diplômes. Qu'il montre à la population de Maït ces diplômes, qui se croit tout connaître, qui ne se croit permis d'insulter les gens. L'adjoint maire de la mairie de Mamoudzou chargé des finances s'est allé plus loin encore, taxant le conseiller général de Mamoudzou 3 de voleur. Il se serait octroyé la parcelle dite du complexe scolaire de 9000 m² en 2001 avant d'être expulsé par la justice. J'ai autorisé à l'époque la commune d'ouvrir une voie sur mon terrain. La commune a pris sur ce terrain 112 m². Il se trouve qu'il y a un petit bout de terrain à Nyambotiti de 90 m², même pas 100 m², 90 m², et par délibération, à l'époque où Hassan Abdallah était maire, j'ai été autorisé par le maire en contrepartie de ce qui a été pris pour faire passer cette route, à utiliser, à récupérer ce bout de terrain qui n'avait même pas 100 m². Les derniers jours de campagne s'annoncent tendus pour tous les candidats en lice. Dimanche soir, des surprises seront à noter. La situation économique et sociale continue de se dégrader. Tels sont les éléments dénoncés par le SNUPP aux côtés du FSU, de la CGT, de Force ouvrière et de Solidaire qui appellent à un mouvement de grève qui débutera demain. Le pacte de responsabilité proposé par le gouvernement ne convient pas. Ce ne seront pas les seuls puisque du côté du lycée de Coconi, les enseignants aussi lancent un préavis de grève illimité. Les explications de Zakaria Amam. La politique du gouvernement ne plaît pas aux formations syndicales qui montent au créneau à l'échelle nationale et mahoraise. Et le syndicat majoritaire de l'enseignement du premier degré, le SNUIPP, est le premier à réagir localement. Ce n'est pas les mouvements que nous avions connus auparavant. Mais nous, l'objectif, effectivement, c'est de marquer le coup sur place, d'attirer l'attention de tout le monde qu'au niveau national, il y a la question des salaires qui se pose, mais aussi de voir comment, sur place, on devrait travailler par rapport aux autres revendications, les allocations familiales qui ne sont pas traitées, on n'est pas traité de façon équitable, les congés bonifiés qui posent problème et les autres dossiers en cours. L'appel au rassemblement est lancé dès demain à partir de 7h30 place de la République à Mamoudzou, avec à la clé une assemblée générale prévue à partir de 10h30. Du côté de Coconi, un autre mouvement de grève illimité aura lieu. Cette fois, ce sera les enseignants du lycée agricole qui se sentent désabusés. Donc, à partir de demain, les professeurs du lycée agricole de Coconi, ils sont en grève pour deux revendications. Première revendication, c'est le fait que les fonctionnaires, les professeurs du lycée agricole de Coconi, n'ont pas droit au congé administratif. C'est-à-dire les billets d'avion que l'État paye pour les fonctionnaires résidents à Mayotte pour pouvoir aller voir la famille à métropole. Donc on est le seul à Mayotte pour ne pas bénéficier de ce droit. On peut donc s'attendre à quelques perturbations du côté de Mamoudzou, mais également de Coconi dès demain matin. Soyez vigilants. Et les syndicalistes pourront compter dès la rentrée prochaine sur un soutien de poids en la personne de Yann Durosa. Il sera de retour sur le département dès la rentrée prochaine. Le syndicaliste acte les changements survenus depuis son départ avec l'indexation pour tous et la fin du temps de séjour imposé. Il indique « Mon retour dans ce nouveau cadre est la suite logique des combats que j'avais pu mener lors de mon séjour précédent ». Fin de citation. La Chambre de l'agriculture et de la pêche nous fait une nouvelle fois des vagues. Il ne s'agit pas d'une guerre intestine comme cela a souvent été le cas entre majorité
et opposition, mais plutôt d'un courrier dénonçant les formules dérogatoires jugées inadaptées par les pêcheurs mahorais. Zachary Hamam nous en dit plus. Mayotte est devenue le 1er janvier 2014 la 9e région ultra-périphérique européenne et une batterie de nouvelles mesures est aujourd'hui à sa disposition pour supporter et développer les secteurs économiques. À ce titre, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche soutient un fonds de compensation des surcoûts liés à l'éloignement qui permettent de réduire les investissements afin de maintenir la compétitivité. Pourtant, pour Mayotte, la direction de la mer Sud-Océan Indien, en l'occurrence l'État, a choisi une autre formule pour établir les besoins et priorités des professionnels de la mer en oubliant l'Eurodom et en faisant appel à un cabinet privé, Mzé Conseil. Régis Maceo, le président du syndicat des pêcheurs professionnels mahorais, ne décolère pas et se demande pourquoi, encore une fois, les choses se sont faites sans concertation et avec une méthode dérogatoire. Il n'y a que Mayotte qui aujourd'hui, par je ne sais pas quelle encore magie, se retrouve avec un cabinet qui n'est pas le même que ses collègues de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. On nous met un cabinet sans nous concerter. Donc on dit non à ça, les aquaculteurs, les pêcheurs, la Chambre dit non à ça. Nous, on veut travailler en harmonie avec les autres DOM. Partout en Outre-mer et notamment à La Réunion, le comité régional des pêches s'accorde avec les professionnels pour dégager les grandes priorités. Le listing est ensuite fourni à Eurodom qui s'assure du lobbying auprès du Parlement européen car il faut bien souvent engager de rudes batailles pour faire passer les listes de courses. Or à Mayotte, le comité régional de pêche n'existe pas. Il ne devrait pas voir le jour avant 2017. Dans cet esprit, la CAPAM indique vouloir rencontrer les services de la direction de la mer Sud-Océan Indien et ceux du Conseil général pour revoir la méthode afin d'aboutir à la rédaction d'un plan si important pour l'avenir des entreprises. Les pêcheurs préviennent, si le cabinet Mzé devait être choisi, ils devront alors piloter eux-mêmes le projet dont le document final sera validé par leurs soins. Le ras-le-bol se fait à nouveau entendre. Les professionnels de la mer mahorais en ont assez d'être pris pour des imbéciles. Dans l'actualité également, le syndicat des sapeurs-pompiers était réuni il y a 2 jours dans les locaux du SMIAM afin de présenter le bilan du syndicat, renouveler le bureau et désigner des délégués pour les 6 centres de secours du territoire. Le secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires a tenu à dénoncer certaines discriminations liées à leurs conditions de travail. Les précisions de Shakila Issouf. Réunis ce samedi dans les locaux du SMIAM, le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires ont soulevé un certain nombre de sujets où aucun changement n'est à noter. Le bilan qu'ils dressent après leur discussion est plutôt démoralisant, notamment concernant l'évolution de leurs conditions de travail. Écoutez plutôt. On subit beaucoup de choses au sein du syndicat, au sein de pompiers. Des exemples qui sont les suivantes. Les contrats de nos contrats, les assurances, les intimidations au sein de notre métier en tant que volontariat. Il y a les formations, il y a un manque de formation. Les formations se font par tête et par l'intéressé, ce qui est dommage, ce qui nous permet de ne pas évoluer sur cette information. Créé le 25 avril 2012, le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de Mayotte n'est pas majoritaire sur le territoire. Et même si les pompiers volontaires suivent la même formation que les pompiers professionnels, ils ne sont pas rémunérés mais indemnisés, payés par garde. Oh, ça dépend de la tête de la personne, comme il était bien dit que ça dépend de la tête de la personne. Moi, je peux faire 2 mois sans garde, donc je ne serai pas payé. Ceux qui ont des gardes, des fois il y a 5 à 6 gardes par mois, ils sont payés en fonction de leur garde. Plus tu fais des gardes, plus tu es payé. Ça arrive des fois, on te donne une garde que le 10, exemple, demain le 16, tu te garde, tu viens le 16, tu n'es plus dans la garde, tu n'es pas dans la liste. Comme dans chaque garde, il y a 2 chefs, un chef qui te donne de garde, un vient après, il le supprime, il met ça, la personne qui le convient. Et le lendemain, tu viens au travail, tu n'es plus dans la liste des gens de garde. Le contrat des sapeurs-pompiers volontaires est de 5 ans reconductible de manière tacite. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires de Mayotte se plaignent du retard de leur paiement, plus de 2 à 3 mois de retard, et dénoncent le favoritisme fait par leurs chefs de centre qui choisissent de donner des gardes à des pompiers volontaires selon certaines affinités. Le syndicat doit rencontrer le commandant des sapeurs-pompiers par intérim dans la semaine. Le rendez-vous n'est pas encore fixé. Ils espèrent être entendus et que leur situation s'améliore. Ce samedi a eu lieu également le premier congrès CFDT Santé Sociaux Mayotte à l'MJC de Mtsapéré. Un congrès organisé par la CFDT Mayotte en collaboration avec la CFDT Réunion. L'objectif étant de dresser le bilan du syndicat mahorais et favoriser la coopération avec la CFDT Réunion. Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place.
Le premier congrès CFDT Santé Sociaux Mayotte est organisé 3 ans après la création du syndicat mahorais. Le syndicat mahorais a enfin pu réunir la CFDT nationale représentée par Liliane Dassy et la CFDT Réunion représentée par Expédie Lokfat. On peut s'apercevoir que les difficultés, elles sont à peu près les mêmes qu'à la métropole. On parle de la mauvaise qualité du dialogue social dans les établissements. On parle des conditions de travail qui se dégradent tous les jours, de la pression qui est mise sur les salariés pour toujours plus de travail. Je suis venu exprès pour ce congrès, je suis venu accompagné du secrétaire général adjoint de l'associatif pour montrer tout l'intérêt qu'a la Réunion au développement du syndicalisme au niveau santé sur le territoire de Mayotte. Et encore une fois, la coopération qui peut exister entre nos deux îles, puisqu'on partage des particularités qui méritent qu'on augmente cette coopération. Le bilan financier présenté au congrès était plutôt positif, avec un solde de trésorerie de 13 481,29 € en 2013, des résultats encourageants pour la suite des missions de la CFDT Mayotte. L'occasion était donnée aussi de réfléchir sur la mise en place officielle d'un siège sur le territoire pour les adhérents et salariés de l'île au Lagon. Ce qui était sorti surtout, c'était au niveau de différents commissions, on peut dire, auxquelles on siège. Je parlais des CGOS ou des institutions comme ANFH auxquelles nous cotisons, mais on n'a pas de siège pour Mayotte. Donc ce qui était important, c'était la demande à notre secrétaire national de la santé pour accéder à ces sièges pour défendre les dossiers de nos adhérents. L'Assemblée générale pour élire le nouveau bureau n'a pas pu se faire, le quorum n'étant pas atteint. L'après-midi, les représentants des syndicats ont pu découvrir Mayotte à travers sa cuisine traditionnelle. Un moment convivial, et s'il fallait retenir une chose, c'est que nos camarades réunionnais et métropolitains ont à cœur d'aider le 101e département à se développer dans le domaine de la santé et du social. À 19h19, dans quelques instants, nous vous ferons partager la joie des supporters du FCM. Ça s'est passé ce week-end, mais tout de suite, petit tour d'horizon du reste de l'actualité dans votre journal. Pascal Simbikangwa a été condamné à 25 ans de prison. L'homme, arrêté à Mayotte le 28 octobre 2008 sous une fausse identité, a finalement été jugé. Son procès s'était ouvert il y a 7 semaines. L'homme a été reconnu coupable vendredi de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité par la Cour d'assises de Paris. Le verdict est tombé. Le ministère public avait requis sa réclusion à perpétuité. Selon l'accusation, le procès a prouvé que Pascal Simbikangwa, ancien militaire et agent des renseignements rwandais, était un donneur d'ordre. Tout au long de son procès, Simbikangwa n'a cessé de soutenir qu'il n'avait jamais vu de cadavre pendant les 100 jours au cours desquels 800 000 personnes, en majorité des Tutsis, avaient été massacrées. Numéricable vient de racheter SFR. Déjà propriétaire de Only, cela va poser un problème de concurrence en Outre-mer et notamment à Mayotte, puisqu'un opérateur, le principal, ne va pas disparaître mais va fusionner avec un concurrent. Il y aura donc un seul bloc face à Orange. L'une des alternatives pour contrebalancer ce scénario serait de remettre sur le marché l'une de ses licences, une option qui sera arbitrée par l'autorité de la concurrence, l'ARCEP, pour contrôler que les prix ne s'envolent pas demain avec une prise de position trop grande sur les marchés ultramarins. En février 2014, l'indice des prix à la consommation à Mayotte diminue de 0,6% sous l'effet d'une baisse conjuguée des prix des services, des produits manufacturés et de l'énergie. Sur un an, les prix augmentent de 0,4% à Mayotte et de 0,9% en France. Les prix des services diminuent de 1,6% en février et les prix des produits manufacturés reculent de 0,4%. A contrario, les prix des véhicules et autres articles d'équipement de ménage augmentent respectivement de 0,3% et 0,6%. Premier titre de la saison pour le football club de Msapéré, vainqueur samedi dernier à Chiconi face à Miracle du Sud de Bouéni. La Supercoupe de Mayotte oppose le champion de Mayotte au vainqueur de la Coupe de Lille de la saison dernière, un match auquel Sony Chamsidine et Leslie Vimenet ont pu participer. Sur le papier, c'est une belle affiche qui s'annonce entre le FCM champion en titre de Lille et Bouéni, vainqueur de la Coupe de Mayotte.
Mais sur le terrain, Ntsapere en rouge ne tarde pas à enclencher la machine. Et après 10 minutes de jeu, c'est Keldi qui, à la réception d'un centre, ouvre le score d'une magnifique tête croisée. 10 minutes plus tard, Jackson Kassongo, meilleur sportif homme de l'année, sur un exploit personnel, élimine 3 joueurs avant de tromper le gardien des jaunes. 30e minute, nouveau centre de la droite et nouvelle tête, cette fois-ci signée El Kabir. 3-0, c'est le résultat en première période. La finale est toujours belle, mais toujours belle quand on la gagne. Donc du moment où on l'a perdu, ça fait toujours mal. Mais moi personnellement, j'ai pas envie de critiquer quoi que ce soit. Sauf que j'ai un petit doute sur l'arbitrage, il n'était pas bon. Vexé, l'équipe de Boni inexistante revient avec des meilleures intentions à la seconde période, grâce à un pénalty à l'image d'Aruna, et croit même au miracle en revenant à 3-2 sur un but d'El Karim. Mais du côté des Rouges, c'est Johnny, entré à l'heure de jeu, qui achève tous les espoirs des sudistes grâce à un doublé en toute fin de match, permettant Ntsapere de l'emporter sur le score final de 5-2 et d'empocher ainsi le premier trophée de la saison 2014-2015. La victoire, elle a été magnifique, tout d'abord. Le match, il était un peu difficile vers la fin, mais on avait déjà fait la différence en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert et heureusement, j'ai réussi à marquer 2 buts qui nous ont permis de remporter la victoire finale et on est très contents. Moi, je pense qu'on va bien l'entamer par rapport à cette victoire qui va tout tracer la saison. C'est donc un football club de Ntsapere conquérant et convaincant dans tous les secteurs de jeu qui, à bientôt 3 semaines de la reprise du championnat, se positionne clairement parmi les favoris à sa propre succession. Et puis félicitations aux vainqueurs et comme on dit, l'important c'est de participer, ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 17 mars. C'est tout de suite et c'est en maoré. Rakumwambia Nizuzi ambazitongoza afanyishia harma utunduzi unwa kavingwa na Sophie UV Consulting yani yahudisa leo wakazi mbani harma makandida wanukomba leo dwajitekeleza harma siku za namba maure mbani dwatobenza uambo terikari mwambia nito utunduzi be utunduzi kwamba harma ibaki la villa hirahara ingalia upande mmoja watu tena raha wakudiswa leo tini dwailinda oyama mera mavia wanwatoja leo raingalia wengine na watu leo wasilagua ya mavare ya peurulo na maure watu wengi leo wasingalia zanza tungoza husu zanza hunmaure raingalia umwenge udio mavareni be hususan leo sijomba watu wengi tena wawangia hamo hususan de harmo ufahaba lufanyishia hunmaure amba ini rongulo delinquency na insecurity zo tungo kamba nyingine hazo zisilagulo harna watu kila mtu adiswa leo bora ingalia watu kamba tena raha wengine na indadi wao watu adiswa wao wastahamba leo mamera ya shinde ya tie mipangio ya hujo kamba ya mashababi leo harmo az commune mashababi kamba wengine hao kasina formation kasina zihazi wala kasina zanza au bahano majumba ya kamba na ungaza tungo kamba lo zo wengine na wakazo hunmore waslinda haza ya mamera mabiayo atatunguzo usifanyishe. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Cyril et à Salvador. Et puis, sachez que Stéphane Mallarmé est né en 18 mars 1842, poète, écrivain, symboliste français. Nous retiendrons de lui cette citation: « Tout hasard doit être banni de l'œuvre moderne. Il ne peut être que fin. » En attendant, sachez qu'il n'y a pas de hasard ou très peu dans les prévisions d'Ornella Perrine. C'est tout de suite. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 18 mars. Le temps est relativement bien ensoleillé à l'exception de quelques nuages. Nuages pouvant nous apporter quelques averses, principalement sur les hauteurs. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle dans l'ensemble. La température maximale sera de 31 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bouéni et 30 degrés à Mondrélé. Le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h11. La marée sera haute à 5h05 et basse à 11h10 et 23h25. Merci à tous et surtout à demain. Merci Ornella pour cette météo. Ornella que vous retrouverez tout à l'heure à 20h30 pour ces bons plans. Allez, pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre ?
Encre Eco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Eco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Eco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Eco, facile, économique et écologique. Encre Eco, Raisi Tsenao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Et dis-moi pourquoi tu m'aimes.
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Sophie Huvet et l'invité de la rédaction. Et oui, 671 hommes, 334 femmes ont été interrogés pour cette enquête d'opinion. Sophie Huvet, bonsoir. Bonsoir Abi. Alors c'est vrai que depuis la semaine dernière, on le voit, ces chiffres qui sont dévoilés au compte-gouttes, avec notamment le maire sortant à qui on donne 7% d'intention de vote et ce scepticisme qui ne fait que grandir. Est-ce que vous le comprenez ? Oui, je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'on ne soit pas forcément content quand on n'a pas les chiffres qu'on attend. Mais encore une fois, ce ne sont pas les chiffres des urnes, ce sont les chiffres des intentions et d'une enquête qui a été réalisée fin février. Donc il y a encore du travail qui a été fait par toutes ces équipes depuis. Donc on verra effectivement à la sortie des urnes le résultat final. Justement, quel est l'intérêt de ce sondage aujourd'hui ? On a vu donc une nouvelle question qui avait été posée. Quelles sont les priorités pour les électeurs ? On voit qu'à 24%, ils sont pour l'amélioration de l'urbanisme et à 23% pour plus de moyens pour lutter contre l'insécurité. C'est vrai qu'on a l'impression que ce ne sont pas les thèmes auxquels nous, on pense forcément, l'urbanisme, l'insécurité. Oui et non quand même, puisque on se rend rapidement compte quand on discute entre personnes de la population, quels que soient les villages, que souvent, effectivement, la dégradation des routes, l'insécurité, la lutte contre la délinquance, mais également tout le travail et l'animation auprès des jeunes, c'est aussi des thèmes qui reviennent quand même très très souvent. Donc là, c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, m'ont pas spécialement surprise. Après, on voit que cette question, en fait, c'était très clair. La question était que souhaitez-vous prioritairement, c'est-à-dire qu'on a pris la première réponse. En fait, il y avait la possibilité pour eux d'en donner 3. D'accord ? Nous, on a pris, en donnant ces chiffres-là, on a pris la première. Il y a d'autres chiffres qui ressortent de l'enquête, où on a ce qu'on appelle en fait les réponses cumulées, où on a toujours les mêmes thèmes qui apparaissent, mais forcément de manière plus importante en termes de pourcentage, puisque ça veut dire que potentiellement une personne a pu dire en premier lieu l'urbanisation, et puis en deuxième lieu la sécurité, et en troisième lieu la santé, par exemple. Voilà. Alors c'est vrai que 4,5% des interrogés seulement sont attentifs à l'amélioration donc, de l'éducation, 1% pour des mesures en faveur des personnes âgées. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris justement en allant à la rencontre de ces personnes ? L'éducation en sixième point, c'est quand même surprenant ça. Oui, parce qu'en fait, tout est notion de priorité. Donc effectivement, ça apparaît, mais ça apparaît pas en premier. C'est pour ça qu'en fait, ces chiffres donnent ces pourcentages-là. Maintenant, s'ils apparaissent quand même, puisqu'il y avait plein, il faut savoir qu'on avait quasiment une centaine de thématiques, si elles apparaissent quand même ici, on va dire dans les 10-12 qui ont été énumérées, c'est quand même qu'elles ont été citées en prioritaire pour ce nombre de pourcentages-là, ce qui est quand même important. Il me semble. C'est-à-dire que tous ces items qui sont proposés sont quand même des items prioritaires, quelles que soient effectivement ensuite les nuances qu'on peut y trouver. Et ensuite, si on fait une analyse plus précise par commune, on voit que dans certaines communes, c'est beaucoup plus prioritaire que d'autres. Alors comment on travaille pour mener une telle enquête ? Combien de temps ? Combien de personnes ? Est-ce qu'on appelle les gens ? Est-ce qu'on fait du porte-à-porte ? Comment ça se passe ? Alors en fait, c'est très simple. On a des enquêteurs, donc qui sont maintenant qui est une équipe un peu près stable que je forme sur la technique en fait du questionnaire, sachant que l'objectif c'est d'avoir une neutralité de la part des enquêteurs, mais surtout d'isoler les personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de questionner la personne quand elle est dans un groupe. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'elle soit influencée par d'autres personnes. D'autant plus que si juste après, on interroge une deuxième personne de ce groupe, il ne faudrait pas qu'elle ait entendu les réponses de la première. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille déjà en simulation et ensuite qu'on applique. Il y a un superviseur. Donc ce superviseur, en fait, vérifie heure par heure avec l'équipe d'enquêteurs. Et puis ensuite, il y a une saisie qui est faite. Donc on récupère tous les questionnaires et c'est une personne qui est devant un ordinateur et qui, au travers d'un logiciel, en fait, saisit l'ensemble des réponses qui sont ensuite envoyées à Paris
donc dans un centre de traitement, là en l'occurrence qui est la société ADN Soft, et qui va travailler ce qu'on appelle les données brutes, les tris à plat, et ensuite les tris croisés. Et c'est là où il y a tout un jeu d'analyse qui est possible, puisqu'on peut ensuite aller très loin dans l'analyse. On n'a pas forcément travaillé ça aujourd'hui, puisque c'est nouveau encore l'enquête, donc on essaye d'y aller petit à petit, mais on pourrait savoir exactement les femmes d'une tranche d'âge ou les hommes d'une tranche d'âge, d'une catégorie socio-professionnelle, pour qui véritablement elles s'orientent plus en termes d'électorat. Alors ça veut dire que concrètement, vous allez à la rencontre des gens, vous ne leur téléphonez pas? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai pas répondu à cette question, mais on se positionne en fait en des endroits stratégiques, principalement les grandes places, ou ensuite directement dans les quartiers, notamment sur Mamoudzou. C'est là où on fait un travail de fourmi, puisque c'est quand même la commune la plus importante, donc proportionnellement, il faut qu'on ait plus d'enquêtes de remplis. Ensuite, on va également dans toutes les communes. Ça ne veut pas dire tous les villages. Donc c'est vrai que je peux comprendre certains scepticismes, mais en même temps, c'est le principe en fait d'une enquête, c'est qu'on ne peut pas faire du 1 pour 1, c'est pas possible. Alors justement, Sophie Huvet, 1000 personnes environ interrogées pour une population à Mayotte de plus de 200 000 personnes. Est-ce que c'est significatif finalement ? Oui, c'est vraiment significatif pour ce genre d'enquête. Il faut savoir qu'habituellement, sur des enquêtes de type de consommation, on est plutôt sur du 400-500. Là, quand on travaille sur un sujet comme celui-ci, qui est quand même un petit peu plus sensible, on va effectivement vers 1000. En métropole, sur des sondages, ils peuvent être, pour une population bien supérieure, ils peuvent être à moins d'enquêtés. C'est-à-dire ils peuvent être à 600, 800. Voilà. Après, ça dépend en fait du cabinet qui le réalise. Mais ensuite, tout est question en fait de redressement par rapport à la proportionnalité. En fait, c'est surtout ça qui est important. Aujourd'hui, vous en parliez, vous avez beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Quel est l'intérêt aujourd'hui à Mayotte de ce sondage, mis à part conforter certains, on va dire, candidats en se disant que ils sont en tête. Quel est l'intérêt pour nous, pour les élus, finalement, pour Mayotte, un sondage, une enquête d'opinion ? Alors, en tout cas, moi, depuis que j'ai créé le cabinet il y a 2 ans, ce que je constate, quelles que soient les études, puisqu'il n'y a pas que des enquêtes au niveau de la politique, quelles que soient les études, en fait, la population est ravie de voir apparaître en fait ce genre de technique, parce qu'en fait ils ont l'impression de pouvoir s'exprimer. C'est une réalité. Après, effectivement, il faut que les gens l'écoutent, il faut qu'ils le regardent comme un outil, il ne faut pas qu'ils le regardent comme quelque chose de figé. C'est de toute façon à un moment donné une photographie à un instant T. Là on parle de fin février, ça veut dire qu'il y a encore eu du travail. Nous, la population, c'est vrai que j'avoue qu'il y a eu un tout petit peu plus de réticence que pour les législatives pour donner des noms. On sent quand même que c'est sensible, les municipales, mais de manière générale, les gens discutent, ils ont envie de discuter, ils vont même beaucoup plus loin, ils nous expliquent quel est l'intérêt pour eux d'aller voter. Voilà, on a une question également qui ressortait là-dessus, où à plus de 80%, tous ceux qui vont voter disent c'est un droit, c'est un devoir, on y va et on le fait. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt d'aller leur poser la question, d'avoir un petit peu leur retour, et surtout que les partis ou que les candidats puissent l'utiliser comme un outil et non comme un état de fait et comme une sanction ou comme quelque chose qui serait complètement figé. Sophie Huvet, ce sera la dernière question, le temps nous est compté. N'avez-vous pas peur, avec tous les chiffres que vous avez donnés, que dans une semaine, voire 2 semaines, si les urnes ne vous donnent pas raison, que la crédibilité finalement de votre cabinet soit vraiment, on va dire, écornée? De toute façon, je crois que tous les cabinets au monde sont tout le temps critiqués en fait par ce genre de sondage. Donc il faut que nous, en tout cas moi, cabinet, je l'accepte. Maintenant, je reste persuadée que c'est un outil, que c'est pas du tout une réalité, que moi-même je suis sûre et j'espère que des choses vont évoluer, parce qu'en fait il y a des choses qui se sont passées, il y a du terrain, il y a des débats, il y a les professions de foi, il y a tout un système qui est en place. Donc ce n'est pas du tout fait pour donner des résultats avant l'heure. C'est vraiment des tendances. Merci beaucoup Sophie Huvet, donc de SH Consulting. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ces sondages. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous dans quelques jours pour voir si les tendances s'avèrent justes. Quant à nous, on se quitte sur cet entretien. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri à tous.